Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Je le sais, je suis correct. Ça va. Frédéric Giguère prend la relève, journaliste au Journal de Montréal. Mme Giguère, bonjour. Bonjour, Benoît. Bienvenue à l'émission. Merci. Non, ça fait plaisir. Ben oui. Là, au lieu de la grosse face à Maxime Delan. Ah, ça fait changement. Moins de barbe un peu, hein? Ah, oui, moins velu, moins hirsute. Plus Merci. agréable. Ouais, de loin. Ado, mais les nouvelles sont quand même terribles. Ouais. Et celle-là, mère de famille, père de famille, ça vient nous chercher, c'est inévitable. Une ado de 13 ans hier qui a été happée mortellement à Laval. Elle est allée à l'école hier, journée normale. Elle revient chez elle. Elle sort de l'autobus à son arrêt d'autobus. Elle s'en va chez elle. La conductrice de son autobus scolaire fait un virage. Elle ne la voit pas et elle l'écrase mortellement. Elle est décédée, la petite. Elle est décédée sur le coup. Il n'y avait rien à faire, là. Les paramédics sont arrivés, mais c'était vraiment un décès évident. La conductrice, j'ai parlé à des policiers qui étaient sur la scène hier, était dans tous ces états. Là, on peut l'imaginer, honnêtement, là, de vivre une telle situation, c'est extrêmement traumatique. Ça reste un accident. Là. Absolument. C'est ça qu'on me dit. Il ne semble pas avoir... L'enquête commence, là. C'est certains qui vont regarder toutes les avenues, mais pour le moment, on parle vraiment probablement d'un bête accident où il n'y aurait pas de négligence de la part de la conductrice. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce matin, mon collègue Michael Nguyen était sur place. Puis, il a parlé avec plusieurs résidents du secteur qui leur ont dit, qui lui ont dit que c'est très, très sombre à cette intersection-là. C'est sombre parce qu'il y a plus d'un an, il y a un automobiliste qui a fait un délit de fuite, qui a foncé dans le lampadaire, qui l'a brisé. Et ça fait plus d'un an que les résidents demandent à la Ville de Laval de réparer le lampadaire. Ouais. Et le lampadaire n'est pas réparé, donc c'est très, très sombre. Mais c'est pas un coin de rue plus loin, là. C'est l'intersection pile-poil où la petite a été happée. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce matin, Benoît? Michael arrive sur la scène, il y a un col bleu qui est en train de réparer le lampadaire. Ce matin. Ça fait un an que les gens le demandent. Fait que c'est bien plate, mais les gens nous disent souvent quand on fait du fait divers sur le terrain, là, ça prend un accident, ça prend un mort avant que quelque chose bouge. Ça, c'est l'exemple parfait. C'est exactement ça qui s'est passé, malheureusement. Bon, accusé d'un cold case de 30 ans, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il demande? C'est assez ironique, cette histoire-là, mais pour bien comprendre, je te rappelle rapidement les faits. Patricia Ferguson, c'est une femme qui avait 23 ans. À l'été 1996, elle est portée disparue. On l'a vue pour la dernière fois dans l'appartement de son amie où elle se trouvait. Ça a été considéré comme un cas de disparition. Donc, c'est pas nécessairement des dossiers qui sont mis sur le top de la pile, parce que c'est pas nécessairement des meurtres. On n'a encore à ce jour jamais retrouvé son corps, Patricia Ferguson. Ceci étant dit, en 2022, il y a une détective privée qui a décidé de se pencher sur le dossier puis qui a eu un filon très intéressant qui est celui du voisin de l'époque. Le voisin qui était de la porte voisine, qui est un délinquant sexuel dangereux. Et donc, ils ont mis le doigt sur ce filon-là. Le dossier a fait l'objet d'un documentaire sur Crave. Donc, évidemment, qu'est-ce que ça fait? Ça fait relancer l'enquête au SPVM et ça a mené à son arrestation. En 2023, il a été arrêté, accusé d'homicide involontaire. Ce qui est la raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui, puis ce qui est étonnant, c'est que lui, hier, a déposé une demande à la Cour de requête en arrêt des procédures. Ça, essentiellement, ce qu'il veut, il veut plus de procès. Il veut qu'on abandonne le procès, puis il donne deux raisons à ça. La première, c'est que la police a mis une snitch dans ses pattes. Ils ont envoyé un gars à qui il avait fait des aveux en prison il y a quelques années avant. Il avait dit à ce gars-là, ils la retrouveront jamais. Puis il avait pleuré, puis il avait dit, j'ai pété une coche parce qu'elle a pas voulu coucher avec moi. Fait qu'il avait fait des aveux à ce gars-là. Ce gars-là, c'est un bum lutou. Il a vendu l'information pour 2000 $ à la police. La police les a mis sous écoute, les a écoutés les deux. Et lui, il allègue dans sa requête que la police l'a fait... le piéger. Le piéger, mais c'est parce que lui avait des conditions de remise en liberté. Et dans ces conditions, il ne pouvait pas entrer en contact avec des gens criminalisés. Donc là, il dit que la police l'a forcé à entrer en contact avec des gens criminalisés. Et il dit que les délais ont été dépassés aussi. Tu sais, les policiers... Jordan, là? Non, parce que les policiers, quand ils arrêtent quelqu'un, ils ont une fenêtre là, pour l'interroger. Puis après, à la suite de cette fenêtre-là, ils doivent décider est-ce que je l'accuse ou est-ce que je le libère. Lui, il dit que la fenêtre a été dépassée. Fait que c'est les deux motifs pour lesquels il veut qu'on abandonne le procès. Fait que c'est certain qu'on va en parler beaucoup. Je sais pas qu'est-ce que le juge... Mais le motif, c'est pas, Frédéric, c'est pas je l'ai pas fait. Je l'ai pas tué, cette femme-là. Je l'ai pas fait disparaître. C'est pas ça qui est écrit dans les documents. Mais c'est un peu ironique parce que lui, il veut plus de procès, mais il a quand même fait des aveux. Oui, il y a quand même une victime. Et la famille de cette victime-là. Oui. C'est toujours pareil, hein? C'est toujours la même histoire. Puis les ados,
tout à coup, là, qui sont très productifs. Je me suis dit que ça t'intéresserait, Ouais. ça. Je sais que ça t'intéresse, la violence chez les jeunes. Cette semaine, avec mes collègues Maxime Delan, justement, et Camille Payan, on s'est intéressé à savoir, il y avait combien de jeunes, à peu près, qui avaient été arrêtés pour des crimes violents, excuse-moi, pas arrêtés, mêlés à des crimes violents, parce qu'on a autant compté des victimes que des jeunes accusés, à des crimes violents depuis le début de la rentrée scolaire. Et juste nous, là, notre compilation... Depuis la rentrée scolaire, Ouais. 2025. Exact, OK. septembre. On a pris le 1er septembre, puis on est parti, OK. puis on a tout compté ce qui avait été médiatisé. On s'entend qu'il nous en manque énormément en Ah école. oui. Parce que qu'il y a des cas qui ne sont pas médiatisés. beaucoup, parce Ouais, que ouais. la couverture médiatique à Val-d'Or, là, c'est pas Ah comme ouais, ici. Là. c'est clair. Il nous manque des événements, ça, c'est sûr, sur ça. Mais ce qu'on a pu calculer, c'est 38. 38 jeunes qui ont été impliqués dans des crimes violents. Puis là, on n'a pas mis des petites fraudes, puis des petites fraudes. C'est grave, des fraudes quand même, mais on comprend. Là. Je te parle là, de crimes violents, des guns, des jeunes poignardés, du proxénétisme. Bon, c'est ce Ça, genre c'est de crimes. donc, c'est au bas mot. En 2 mois et demi, Mm-hmm. 38 ados mêlés à des crimes violents. Puis effectivement, si c'est pas médiatisé, c'est difficile de faire le C'est la répertoire. pointe de l'iceberg, là, ce chiffre-là. Là, parce ouais. que c'est sûr qu'il y en a plein qu'on n'a pas pu médiatiser. Mais je trouve que ça donne quand même une bonne image. On en parle tellement de ces jeunes-là. Puis on a plus ou moins de statistiques. C'est difficile d'avoir des chiffres. La police ne le compte pas nécessairement. Puis je voulais te parler aussi. J'ai parlé avec une experte cette semaine qui faisait un parallèle vraiment intéressant. C'est la première fois que je l'entendais. Elle me disait que à la lumière des recherches, parce qu'elle a parlé à plusieurs jeunes criminalisés, puis à la lumière des recherches qu'elle a faites, puis des démarches qu'elle a faites avec ces enfants-là, elle est capable de dresser un parallèle quasi exact avec les enfants soldats. Évidemment, le contexte est complètement différent. Là, on n'est pas en guerre ici à Montréal, mais d'aller chercher les vulnérabilités de ces jeunes-là, ce sont les mêmes techniques, les mêmes pitons sur lesquels les gangs de rue ici pèsent que ce qu'on peut voir dans des pays en guerre pour aller chercher des enfants et en faire des enfants soldats. Fait que je trouvais que c'était quand même un élément qui était intéressant. C'est quoi les boutons? La vulnérabilité, des enfants qui peuvent être dans des milieux difficiles, Ouais. battus par leurs parents, des parents qui ne s'occupent pas d'eux, un sentiment d'appartenance À un groupe? à un groupe, des enfants qui sont dans des familles de 10 enfants, maintenant, Ah oui. avec une mère qui a 3 jobs, un père qui n'est pas là. Ouais. Tu as besoin de sentir un petit quelque chose. Des enfants qui sont victimes de violence de par leurs parents. Des enfants sans jeunesse, des choses comme ça. Là. Des enfants un peu qui vivent des difficultés à la maison. Là. Oui, faut se pencher là-dessus. C'est intéressant parce qu'au bas mot, 38 ados mêlés à des crimes depuis septembre 2025. Juste ceux qui sont médiatisés. Oui, ça c'est clair. Puis ces ados-là, les criminels là-dedans, arrivent à 18 ans, puis le casier Ciao, bye. judiciaire disparaît, Ça comme apparaît par plus. magie. Ça apparaît plus. Et moi, j'ai couvert des causes, là, des accusés de meurtre qui en étaient à leur 2e meurtre. J'ai même pas pu le dire. Parce que ça s'est passé quand ils étaient sous la loi de la protection de la jeunesse. Donc, je pouvais jamais l'écrire. Des C'est leur vétérans. 2e meurtre. Imagine. C'est même pas considéré dans leur peine. En plus, Mm-hmm. ça va bien. Frédéric Giguère, journaliste au Journal Montréal. Merci, Frédéric. Plaisir. À la prochaine. À la prochaine.